Le 31 octobre 2013, à Ostende en Belgique. Il est 22h55 quand Bernard Westphal, 55 ans, descend précipitamment les 6 étages qui le mènent de sa chambre à la réception de son hôtel. Les deux réceptionnistes remarquent que Bernard Westphal saigne d'une blessure au poignet. Ce que l'homme annonce alors à ses interlocuteurs les stupéfie. Mais je dis aux réceptionnistes que j'ai l'impression que ma femme s'est suicidée. D'abord, il y a un étonnement de leur part. On est le jour d'Halloween. Ils ne comprennent pas. Ils pensent à une blague. Malheureusement, ce n'était pas une blague. Immédiatement, les réceptionnistes de l'hôtel appellent les secours. Quelques minutes plus tard, la police d'Ostende, accompagnée d'une médecin urgentiste, pénètre dans la chambre 602. Dans la salle de bain, la femme de Bernard Westphal, Véronique Piroton, 42 ans, gît par terre sur le dos, un bras sous le corps. À ses côtés, un sac en plastique. Après plusieurs tentatives de réanimation, le décès est constaté. Bernard Westphal est aussitôt entendu. Il explique aux enquêteurs qu'il faisait une sieste et qu'il a découvert le drame à son réveil. Dans la salle de bain, je découvre mon épouse les pieds devant et un sachet plastique sur la tête collé à moitié sur le droit. Selon Bernard Westphal, il est clair que sa femme s'est suicidée. Mais la médecin urgentiste, présente sur place, émet très vite des doutes. Quand elle entre dans la salle de bain, sa première impression, c'est une mort par overdose. Les pupilles sont hyper dilatées. Alors elle cherche les traces d'injection, elle regarde les plis du coude, elle regarde entre les doigts, et elle ne trouve rien. Et juste à ce moment-là, elle entend une conversation où il est question de ce petit sachet en plastique. Et elle commence à avoir un doute, elle a remarqué une trace rouge sur la carotide. Overdose, suicide, meurtre. L'urgentiste n'a pas encore suffisamment d'éléments pour établir les causes exactes du décès. Mais tout de suite, elle estime que cette mort est suspecte et refuse donc de délivrer un permis d'inhumer. Face au doute du médecin, les policiers emmènent Bernard Westphal au commissariat d'Ostende, où il est aussitôt placé en garde à vue. D'abord, je n'y crois pas, parce que je me sais totalement innocent dans cette affaire. Je me retrouve dans une petite cellule et je n'y comprends rien. Je suis même convaincu que c'est une erreur judiciaire, qu'ils vont très vite s'apercevoir qu'en réalité, je n'y suis pour rien. De retour à l'hôtel, les enquêteurs se mettent à la recherche du moindre indice. Leurs premières constatations font état d'une chambre en grand désordre. Il est très difficile de savoir exactement si c'est simplement le désordre d'un couple qui rentre un peu éméché et qui ne range pas la chambre avant d'aller dormir, ou si vraiment il y a eu des scènes d'une extrême violence. Certains indices accréditent toutefois cette seconde hypothèse. Au pied d'un meuble, près de la salle de bain, les enquêteurs relèvent une trace de fond de teint. Sur le lit, plusieurs taches de sang sont visibles. Des prélèvements ADN sont immédiatement effectués afin de déterminer à qui il appartient. Dans la salle de bain, les enquêteurs se penchent ensuite sur le sac en plastique, retrouvé à quelques centimètres du corps de la victime. Sur ce sachet de plastique, il y a des traces de mascara, des traces de maquillage, mais aussi des traces de salive. Ce n'est pas tout, car un ultime indice est découvert à proximité du corps. Des plaquettes entamées d'antidépresseurs, de somnifères et d'anxiolytiques. Et si Véronique Piroton s'était réellement donné la mort? Quelques heures après le drame, la sœur de Véronique Piroton est informée de son décès. C'était l'horreur. Je crois que ça, rien que d'en parler, j'en ai encore le cœur tout retourné.
J'ai appris ça, donc j'étais dans mon lit, il était 5 h du matin. Les policiers sont arrivés à la maison et nous ont annoncé la nouvelle. Je me suis dit, ils se sont disputés, ils se sont battus, c'est une dispute qui a mal tourné. C'est pas possible, j'arrivais pas à imaginer la scène où je n'imaginais pas à imaginer ma sœur décédée, quoi. Je me dis, c'est une mauvaise blague. Quand elle apprend que son beau-frère est en garde à vue, Nadine Piroton est abasourdie. Car elle sait que Bernard Westphal n'est pas n'importe qui. Dans cette région des Flandres, les enquêteurs, eux, ignorent qu'ils viennent d'arrêter une figure politique de la Belgique francophone. On se situe du côté néerlandophone et dans un petit hôtel à Ostende. Il s'agit de quelqu'un qui est un député wallon, en plus dans un parti qui ne représente pas la majorité et qui est donc totalement inconnu de toutes les personnes qui habitent en Flandre. Mais en tant qu'élu, Bernard Westphal bénéficie d'une immunité parlementaire. Il ne peut donc pas être arrêté comme n'importe quel citoyen. Pour être privé de liberté ou éventuellement par la suite placé sous mandat d'arrêt, il faut des critères qui sont complètement différents. Soit lever son immunité par une assemblée, mais il était membre de 2 assemblées, donc l'Assemblée wallonne et l'Assemblée bruxelloise, donc il fallait 2 levées d'immunité, soit éventuellement considérer qu'on était en flagrant délit d'un crime ou d'un délit grave. Et dans cette mesure-là, alors on pouvait procéder à son arrestation sans lever son immunité. Pour justifier que le parlementaire a déjà été privé de liberté depuis plusieurs heures, le juge d'instruction, saisi de l'affaire, n'a donc qu'une solution, qualifier l'enquête en flagrant délit. C'est vraiment le momentum de cette affaire. Je suis persuadé que cette erreur d'avoir arrêté un parlementaire, cette erreur est effectivement la base de l'orientation de l'enquête, parce qu'à partir de ce moment-là, différents actes policiers, administratifs, judiciaires vont être posés pour tenter de faire rentrer l'histoire dans le scénario du flagrant délit. Bernard Westphal est alors mis en examen pour assassinat et incarcéré à la prison de Bruges. Quand les médias belges francophones annoncent la nouvelle, c'est un véritable choc. Quand on apprend ce drame, c'est la stupéfaction, évidemment. Les gens sont sidérés d'apprendre que cette jeune et jolie femme a été tuée, car on a évidemment vite des images qui apparaissent dans les médias. Sidérés aussi parce que Bernard Westphal, même les personnes qui ne connaissent pas bien la politique ou qui ne la suivent pas de près, connaissent ce nom. Le déferlement médiatique est tel qu'il n'épargne pas l'entourage de Bernard Westphal, et notamment sa fille, Safia, issue d'un précédent mariage. Je reçois un coup de fil de ma maman ce matin-là. Je m'apprêtais à aller travailler. Et ma maman me dit au téléphone Véronique est morte et ton père est en prison. J'étais dévastée, en colère. Je trouve scandaleux d'apprendre l'incarcération de mon père en même temps que n'importe qui dans la presse, parce que finalement c'est ça. Hein. Notre famille l'a appris par la presse. Moi j'ai eu la chance d'avoir le coup de fil de ma maman, mais bon, potentiellement j'aurais très bien pu l'apprendre de la même manière. Au-delà de la colère, c'est le doute qui s'installe. Donc est-ce que je peux dire que je suis sûre à 100% à ce moment-là que mon père est innocent? Soyons honnêtes, non. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les enquêteurs se penchent alors sur les personnalités de Bernard Westphal et de Véronique Piroton. Ils apprennent que le couple s'est rencontré dans un café de Liège en mai 2012, soit 1 an et demi avant le drame. La jeune femme a alors 40 ans et elle est maman d'un petit garçon, Victor, âgé de 12 ans. C'est un printemps merveilleux, une terrasse, une femme que je trouve sublime, qui m'a intimidé d'ailleurs. Et je prends mon courage à 2 mains, je lui parle, elle me parle, et c'est le coup de foudre. À partir de ce moment-là, on ne va plus se quitter. Lorsqu'il m'en parle, il me dit je suis amoureux de cette femme. C'est vraiment une femme très charismatique. Et mon père est attiré par les personnes charismatiques. Ensuite, je la rencontre. Et c'était très agréable d'échanger avec Véronique, parce que c'était une femme
qui avait une richesse intellectuelle très prononcée. Quasi fusionnel, le couple décide de se marier 3 mois plus tard. La cérémonie est digne d'un conte de fées. Elle a lieu en Toscane, dans l'ancienne demeure du chanteur Léo Ferré, que Bernard et Véronique admirent tous les deux. Très vite, Bernard Westphal vend sa maison et vient habiter chez son épouse. Mais la lune de miel va s'avérer de courte durée. Véronique Piroton reproche à Bernard Westphal d'une part des problèmes matériels. Il n'est pas le parlementaire aisé auquel on peut s'attendre. Bernard Westphal a pris des engagements écologistes d'ailleurs pour soutenir une coopérative de production de légumes et il s'est retrouvé responsable sur ses propres deniers. Il est donc endetté et Véronique Piroton apparemment pensait vivre une relation matériellement plus confortable. Je sais que c'était tordu, elle a commencé un peu à l'humilier. Et ça, il ne le supportait pas parce que c'est quand même une personne qui, à mon avis, a souffert du fait de ne pas avoir fait d'études. Et ma sœur en profitait pour l'écraser. Et ça le mettait dans une colère incroyable. Au-delà de ces querelles de couple, les enquêteurs vont aussi découvrir une face bien plus sombre de la personnalité de Véronique Piroton. Véronique, c'était une personne très paradoxale. Une femme brillante, très belle, qui marquait les esprits. Maintenant, c'était aussi quelqu'un d'une grande fragilité, je dirais même quelqu'un qui avait des démons. Des démons, engendrés par les horreurs que la jeune femme avait subies durant sa jeunesse. Véronique Piroton explique qu'elle a été abusée sexuellement par un professeur de religion au début de son adolescence. Entre 13 ans et 17 ans, mon épouse a subi les pires outrages sexuels. Quand je dis les pires, ce sont les pires. Ce traumatisme a forgé une destruction profonde, donc ça veut dire des moments de grande euphorie chez elle, mais aussi des moments de détresse inexplicable. Ce n'est qu'en 2010, soit 3 ans avant sa mort, que Véronique Piroton décide de porter plainte contre son agresseur. Mais la justice classe l'affaire sans suite. Véronique Piroton se réfugie alors dans l'alcool et les antidépresseurs. Le psychiatre qui rédige un rapport au moment de ce dépôt de plainte pour abus sexuels considère qu'il y a là une personnalité autodestructrice et que les médicaments et l'alcool sont des manières de s'autodétruire pour tenter d'oublier cet épisode qui visiblement ressurgit à la vie adulte de manière tout à fait dramatique. Au moment de sa mort, Véronique Piroton était donc psychologiquement fragile. Et si Bernard Westphal disait la vérité en affirmant que sa femme s'est suicidée cette nuit-là à Ostende? D'autant qu'en poursuivant leurs auditions, les enquêteurs découvrent que Véronique Piroton avait déjà attenté à sa vie. J'ai été témoin personnellement de 5 tentatives de suicide, de manière très explicite. Et je ne savais plus quoi faire. Je voulais la guérir. Je voulais trouver une solution. Je voulais rien lâcher. À un moment donné, elle se promenait avec sa mère le long de la Meuse et elle s'est jetée dans la Meuse. Il n'y avait personne d'autre qui était là et par chance, par miracle pour elle, il y a un sauveteur qui a plongé dans la Meuse pour la sauver. Mais pour la famille de Véronique, il s'agissait là d'appel au secours et non d'une véritable volonté de mettre fin à ses jours. Pour moi, Véronique n'était pas du tout suicidaire. Quand elle s'est jetée dans la Meuse, pour moi c'était un coup de folie, mais on l'a transformé et on a dit que c'était un suicide. Ma sœur, c'était quelqu'un qui a envie de croquer dans la vie, qui faisait des erreurs, comme je crois tout le monde peut en faire, mais qui rebondissait et qui justement avait envie d'aller de l'avant. Non, c'était pas du tout une personne suicidaire. Peut-être faible et instable à certains moments dans sa vie, mais pas suicidaire. Face à cette personnalité complexe, les enquêteurs vont devoir analyser le moindre indice pour faire toute la lumière sur la morte de la chambre 602. La famille de Véronique Piroton ne croit pas à la thèse du suicide. La famille de Bernard Westphal ne croit pas à la thèse du meurtre. Et toute l'enquête va tenter de départager ces deux thèses.
2 jours après le drame, le corps de Véronique Piroton est autopsié à l'Institut médico-légal de Bruges pour déterminer les causes exactes de sa mort. Pour Bernard Westphal, du fond de sa cellule, c'est une épreuve difficile à supporter. Lorsque j'arrive à la prison, il était marqué, dévasté. Et il m'a dit, on va faire une autopsie et on en saura plus. Et puis il m'a dit, tu imagines, on va découper dans le corps de ma femme pour savoir si je l'ai tuée. Et il s'est mis à pleurer. Et c'est à ce moment précis que j'ai su que mon père était innocent. L'autopsie commence par l'examen externe du corps. Et aussitôt, le médecin légiste découvre des traces suspectes. Des lésions au niveau du visage, des mains et des jambes de la victime. Les lésions retrouvées au niveau du dos des mains peuvent être considérées comme des lésions de défense. Véronique Piroton aurait donc été agressée. Une bagarre a-t-elle eu lieu au sein du couple? Le désordre dans la chambre d'hôtel, ainsi que la blessure sur la main de Bernard Westphal, accréditerait cette thèse. Un autre indice oriente les enquêteurs vers ce scénario. Les traces de sang retrouvées sur le lit. Les résultats des analyses ADN révèlent qu'il s'agit du sang de Bernard Westphal et de Véronique Piroton. L'autopsie apporte d'autres révélations. En poursuivant son examen, le médecin légiste découvre des lésions profondes, du cuir chevelu. Au niveau de la tête, il y a une règle qui dit que lorsque les lésions sont situées au-dessus de la ligne du chapeau, donc si on met un chapeau, on imagine bien la ligne, ces lésions sont dues à des coups directs plutôt qu'une chute. Pour le médecin légiste, ces blessures sur le haut du crâne confirment la thèse de l'agression. Véronique Piroton aurait bien été frappée, mais ces coups n'ont pas pu provoquer la mort. L'expert poursuit son examen. L'absence de lésions profondes au niveau du cou exclut une mort par strangulation. En revanche, certains indices prouvent que la victime a pu succomber à un étouffement. Cet étouffement aurait été, disent les médecins légistes, causé par une pression importante sur le massif nasal, au point que l'on retrouve 8 traces de dents à l'intérieur de la gencive de Véronique Piroton, ce qui signifie qu'il y a eu une pression sur le nez et sur la bouche, que les médecins accréditent comme étant l'une des causes de la mort. Enfin, le médecin légiste découvre des fibres textiles sur le visage et dans la gorge de la victime. Des indices qu'il prélève aussitôt pour analyse. En rendant son rapport, l'expert conclut à une mort violente par asphyxie causée par un tiers. La famille de Véronique Piroton est sous le choc, mais après avoir vu le corps à la morgue, elle s'attendait à de telles révélations. Elle était tuméfiée, elle avait le visage plein de coups, elle avait l'arcade du nez qui était abîmée. Je me suis dit, oui, elle s'est fait taper dessus. J'arrivais pas à imaginer la scène, mais j'ai bien compris qu'il y avait eu une bagarre, ça c'est certain, elle n'aurait pas pu se faire ça toute seule. La thèse du suicide ne tient donc plus. L'enquête s'oriente désormais vers un meurtre, avec violence. Pour Bernard Westphal et ses proches, c'est la stupéfaction. Je lis cette première version, si vous voulez, de l'autopsie, j'en suis tout à fait, mais consterné. Là, je suis absolument traumatisé parce que quand vous lisez un rapport comme celui-là, vous dites, ben voilà, c'est fini. C'est un choc, mais j'ai le sentiment qu'on est dans une falsification. Et moi, là, à ce stade-là, j'ai une totale certitude de l'innocence de mon père. Dès que les résultats de l'autopsie sont rendus publics, la presse se déchaîne contre le parlementaire. C'est un coup terrible pour toute la Belgique. Je dois vous dire, il n'y avait plus le moindre doute possible. Certains journalistes ont titré dans des quotidiens importants du royaume « C'est un assassinat » en rouge avec des lettres comme ceci à l'entête d'un journal. C'est un assassinat. Pas de présomption d'innocence, pas de conditionnel, rien du tout de tout ça. Suspect numéro 1, Bernard Westphal clame son innocence. Pour lui, son épouse avait beaucoup bu ce jour-là, et ce sont ses chutes en état d'ivresse qui auraient provoqué ses blessures. J'avais indiqué moi-même
qu'elle était tombée 3 fois. 2 fois assez durement, mais une fois de manière très violente, face avant, nez avant. 10 jours plus tard, les enquêteurs reçoivent les conclusions de l'analyse toxicologique pratiquée sur la victime. Elle confirme qu'au moment de sa mort, Véronique Piroton présentait un taux d'alcoolémie très élevé. Près de 3 grammes d'alcool par litre de sang. Mais ce n'est pas tout. L'analyse met également en évidence des traces de 6 médicaments différents. Anxiolytiques, antidépresseurs et somnifères. Le rapport toxicologique décrit qu'il n'y a pas d'overdose aiguë parce que dans l'estomac, on ne retrouve pas les médicaments. Et donc, le toxicologue conclut que l'ingestion des médicaments est relativement ancienne, en tout cas n'est pas survenue juste avant le décès, sinon on retrouverait ces médicaments dans le contenu gastrique, ce qui n'est pas le cas ici. Autrement dit, il ne s'agit ni d'un suicide médicamenteux, ni d'un mélange mortel, alcool, médicaments. Si les enquêteurs pensent que Bernard Westphal a tué sa femme, quel était alors son mobile? C'est en fouillant dans la vie privée de Véronique Piroton qu'ils vont faire une découverte inattendue. La jeune femme avait un amant. Il s'agit d'un psychologue, figurez-vous, spécialisé dans les relations conjugales. Et c'est quelqu'un qui était assez fier de pouvoir reprendre Véronique entre les mains d'un parlementaire. Ça lui faisait une certaine gloriole. Cet homme, que nous appellerons Harold, avait déjà été l'amant de Véronique Piroton auparavant. Et leur relation avait repris 2 mois seulement après le mariage de Véronique, avec Bernard Westphal. La journaliste Emmanuelle Jowa a eu l'occasion d'interviewer cet homme. Il me parle très vite de cette relation charnelle importante qu'ils ont eue et qui était un moteur vraiment essentiel du couple qu'il a pu former, lui, avec Véronique Piroton. Je le sens très, très amoureux d'elle et très, très obsédé par elle. Il avance aussi qu'elle s'est mariée par dépit et pour le rendre jaloux. Une relation passionnelle s'instaure avec cet homme. Et selon les proches de Véronique Piroton, il exerce sur elle une véritable emprise. À la fois, il l'injurie, il la réduit à peu de choses. Enfin, il est vraiment infect avec elle, et en même temps, il dit qu'il l'aime, il veut reprendre des relations, etc. Donc, il y a là une espèce de relation très ambivalente, amour-haine, de part et d'autre. Mais lui est un professionnel. C'est un vrai manipulateur professionnel. En épluchant la téléphonie des 2 amants, les enquêteurs relèvent des échanges permanents. Au total, pas moins de 259 messages échangés au cours des 2 mois précédant le drame. Je vois vraiment de la passion dans les écrits qu'il lui a adressés. Je vois une passion physique, tout à fait dangereuse, au sens où elle est vraiment obsessionnelle. Il veut la posséder. Oui, comme tout jaloux qui est dans une relation passionnelle. Il faisait effectivement une fixation sur l'idée qu'elle puisse être au lit avec un autre homme. Effectivement, les policiers constatent que dans ses nombreux mails et SMS, Harold ne cessait de dénigrer son rival, Bernard Westphal. Tu vis avec un pauvre type qui lave plus blanc que blanc. Tu vis avec un alcoolique notoire, cela ne peut t'aider. Il a le même problème que toi, c'est pour cela que tu l'as choisi. Une question fondamentale se pose désormais. Bernard Westphal savait-il que sa femme avait un amant? À partir de ce moment-là, il est clair qu'il y a un 3e personnage dans cette histoire. C'est un peu le monstre du Loch Ness, cet amant. Il apparaît, il disparaît, il revient, il repart. Que savait exactement Bernard Westphal? Il savait sans doute qu'il y avait encore peut-être quelqu'un. Lui, il savait qu'elle avait eu des relations antérieures, etc. Mais dans son esprit, toute cette situation n'existait plus. En fait, Bernard Westphal a découvert l'existence de cet amant 1 an avant le drame. En ramassant le courrier dans la boîte aux lettres de leur domicile, il découvre un jour une lettre parfumée adressée à sa femme. Je lis cette lettre et je constate qu'il s'agit d'une lettre particulièrement salace qui explique la dernière relation sexuelle
que ce monsieur aurait eu avec elle quelques semaines auparavant. À ce moment-là, je dis à mon épouse, voilà, écoute, si tu me confirmes, c'est fait, eh bien, à 17h, je ne suis plus là. Elle pique une colère, elle se dit harcelée par cet homme, elle essaie de l'appeler devant moi et me suggère alors d'aller à la police de Liège, déposer plainte contre ce monsieur pour harcèlement. Évidemment, dans ce cas de figure, ça me rassure, et parce que je l'aime à ce point, j'ai aussi envie de la croire. Mais pour les proches de la victime, cette version ne correspond pas à la vérité. Je doute que ce soit Véronique Piroton qui ait d'elle-même eu l'intention de déposer une plainte pour harcèlement. Il serait plus logique de penser que Bernard Westphal l'ait poussé à le faire pour démontrer sa bonne foi. Il sera d'ailleurs présent à ses côtés au moment du dépôt de plainte. Par contre, il ne sera plus là le jour où elle vient la retirer en disant « Écoutez, moi, je l'ai fait pour faire plaisir à mon mari, mais en réalité, je ne souhaite pas qu'il y ait des suites à cette plainte. » Évidemment, parce qu'elle sait très bien, elle, qu'il n'y a pas de harcèlement de la part de cet homme. L'enquête confirme qu'au moment de sa mort, Véronique Piroton fréquentait toujours son amant. La femme semblait même déchirée entre ces deux amours. Je pense que c'est essentiellement deux hommes qui se disputent les faveurs d'une femme. Ces deux matous qui se disputent une petite souris. Il y en a un qui l'a détruit et l'autre qui l'a tué. Parce que l'un comme l'autre voulait se l'approprier. Selon Bernard Westphal, sa femme a en réalité mené un double jeu. Elle est en permanence coupée en deux. Elle tient des discours diamétralement opposés à l'un et à l'autre. Le jour du drame, le matin, elle me dit « Je t'aime, je ne prends plus de contraception, je souhaite un enfant le plus vite avec toi ». Et elle tient un discours exactement opposé à son amant, où elle dit qu'elle veut me répudier, qu'elle a réussi à me chasser de chez elle, qu'elle ne m'aime plus et qu'elle est bien heureuse comme cela. Pour tenter de faire la lumière sur ce comportement ambigu de la victime, les enquêteurs réquisitionnent alors les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel où Véronique Piroton a été retrouvée morte. Le couple y apparaît quelques heures seulement avant le drame. On s'est rendu compte que le jour même des faits, elle descendait aux toilettes, elle remontait, elle embrassait M. Westphal sur la bouche et elle allait dans les toilettes essayer de téléphoner à cet amant. Donc ça montrait quand même une ambivalence absolument extraordinaire. En interrogeant ses proches, les enquêteurs découvrent que Véronique Piroton avait décidé de se rendre seule dans un hôtel d'Ostende à 200 km de chez elle. Mais pour quelle raison? Je pense qu'au moment du drame, Véronique Piroton est quelqu'un qui essaye de faire le point sur sa vie. Parce qu'elle se rend compte que son mariage avec Bernard Westphal ne va pas aller plus loin. Et que la relation toxique qu'elle a avec l'amant ne va probablement pas non plus déboucher sur une vie future. Elle partait au centre pour être seule, pour pouvoir donc se reposer, pour pouvoir mieux se préparer pour éventuellement donc son divorce. C'était donc surtout ça qu'elle voulait absolument préparer. Avant de quitter son domicile de Liège pour se rendre à Ostende, Véronique Piroton a d'ailleurs laissé une lettre à son fils de 14 ans. Une lettre qui semble accréditer l'idée que le couple était au bord de la rupture. Tu sais bien que cela ne va pas avec Bernard. Il ne peut pas me pardonner. Hier, il a trouvé un appartement. Je t'aime et ne te tracasse pas. Au cours de son audition, Harold, l'amant de Véronique Piroton, va donner au policier un indice capital. Il s'agit de l'enregistrement d'une conversation téléphonique qu'il a eue avec la victime, alors qu'elle était dans le train pour Ostende. L'écoute de l'enregistrement confirme clairement aux enquêteurs que Véronique Piroton et Bernard Westphal étaient sur le point de se quitter. Hier, il est allé voir un appartement à 3 heures, et alors il m'a dit qu'il prenait, il m'a demandé d'aller le voir avec lui, j'ai dit non, c'est pas décision.
Et puis alors on a parlé, il dit ben voilà, il faut qu'on se sépare, je comprends pas qu'on peut continuer comme ça. J'étais tombée d'accord, quoi. Alors il m'a dit que je l'avais humilié, enfin surtout avec toi évidemment. Oui, d'accord. Il va louer un autre appart maintenant. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de point de retour, de machine arrière possible, donc je suis contente. Il est en guerre, mais il va partir parce qu'il est trop humilié. Mais en écoutant la suite de cette conversation, les enquêteurs découvrent d'autres paroles très intrigantes de la part de Véronique Piroton. Donc il a essayé de me jeter sur le lit, si tu veux. J'ai bondi de mon lit, et alors il m'a pris par les poignets, mais fort, quoi. Et donc j'espère que je vais avoir des bulles. Et alors j'ai finalement réussi à le faire insulter de tous les... Il m'a dit que c'était un gros sac de patates, une pute, enfin tout ce que tu peux imaginer. Quand finalement, j'ai su le mettre dehors, parce qu'il a de la force, ça a l'air de rien, faut pas croire. Hein. Avec cet enregistrement, les policiers ont la conviction que Bernard Westphal, qui ne supportait pas d'être quitté, a tué sa femme. Si les enquêteurs savent maintenant ce que Véronique Piroton faisait dans cet hôtel d'Ostende, ils ignorent en revanche pourquoi son mari l'a rejointe. Interrogé à ce sujet, Bernard Westphal donne ses explications. J'ai réfléchi. Je me suis dit, je vais aller la retrouver. Profiter de ce moment à deux sur la côte. Et je lui dis, je vais venir te retrouver. Elle me répond, mais pourquoi faire? Parce que j'ai envie qu'on se retrouve. Bernard Westphal commence par lui envoyer des SMS pour essayer de la convaincre qu'il va la rejoindre. Et puis il va lui téléphoner, il va encore continuer les SMS, il va dire « si, je viens ». Pourquoi vient-il? Je crois avec en tête une seule chose, récupérer ce qui est à lui. Un des témoins dira d'ailleurs « on ne quitte pas Bernard Westphal ». Le 30 octobre 2013, soit la veille du drame, le parlementaire belge arrive donc à 20h30 à Ostende et le couple dîne dans un restaurant de la ville. Le lendemain matin, la caméra de vidéosurveillance de l'hôtel filme leur présence dans la salle du petit déjeuner. Bernard Westphal et Véronique Piroton s'embrassent. Entre eux, tout semble aller pour le mieux. Je l'appelle et je lui demande comment ça se passe avec Véronique. Et il me dit, écoute, ça se passe à merveille. On est amoureux plus que jamais, Véronique va assez bien, on se retrouve, ça me fait du bien et je le sens vraiment apaisé et épanoui. J'entends Véronique à l'arrière dire bonjour à Safia et oui, je sens effectivement qu'ils sont bien. Et moi, j'étais contente, vraiment j'étais contente. Mais un événement vient semer le trouble dans ce bonheur retrouvé. À 15h12, le jour du drame, l'amant de Véronique Piroton tente de la joindre sur le téléphone fixe de la chambre 602. Je décroche et j'entends « c'est ton grand méchant loup ». C'est ton grand méchant loup. Je dis « pardon ». Alors là, j'ai un réflexe. Je dis « à mon avis, Véronique, c'est pour toi ». Et elle prend le cornet, elle dit « ce n'est vraiment pas le moment ». Et elle raccroche. Le téléphone ressonne. Et je dis « excusez-moi, monsieur, mais je suis le mari de Madame Piroton. » Oh, excusez-moi, il raccroche. Alors à ce moment-là, ça y est. Véronique est prise en flagrant délit, pour la première fois, en flagrant délit de mensonge tout court. Et évidemment, ce jour-là, tout s'effondre dans sa tête, puisqu'elle se rend compte que maintenant, Bernard Westphal fait le lien et apprend que l'existence de cet amant est quelque chose de réel. Et là, cette espèce de rail qu'elle avait réussi à préserver, avec deux choses qui ne se rencontraient jamais, mais deviennent non plus des rails, mais évidemment des chemins qui se croisent. Et là, c'est, je crois, psychologiquement, quelque chose qui pour elle est devenu insupportable. Mais la famille de Véronique Piroton ne partage pas cet avis. Selon elle, Bernard Westphal n'a pas supporté de découvrir que son épouse fréquentait toujours son amant. Ce jour-là, le premier coup de téléphone est probablement totalement involontaire. Je suis moins sûr que le second le soit. Je pense qu'il veut faire savoir à Bernard Westphal qu'il est toujours dans le parcours.
Et c'est probablement ça qui va générer la suite de l'affaire. Pour Bernard Westphal, c'est évidemment insupportable, alors qu'il croyait avoir fait le plus dur, en récupérant Véronique, voilà que l'amant se manifeste à nouveau. Donc c'est insupportable et ça ne peut pas durer et ça ne peut pas rester comme ça. Un indice permet d'étayer ce scénario. Les policiers découvrent que 30 minutes plus tard, Bernard Westphal a récupéré le numéro de son rival auprès de sa femme et lui a envoyé un SMS très ambigu. Regardez bien maintenant, pauvre homme. Pour l'accusation, c'est un élément qui accrédite la préméditation et donc un assassinat, puisqu'il annonce en quelque sorte ce message qu'il va y avoir quelque chose. Pauvre homme, tu vas perdre celle que tu essaies de reconquérir. Bernard Westphal, lui, a une interprétation bien différente de ce message. La réalité, c'est que mon intention était d'aller le lundi matin déposer plainte pour moi-même, pour harcèlement, et me constituer partie civile. C'était ça que ça voulait dire. Rien d'autre. Pensez-vous que j'allais écrire un message comme celui-là, prévenir tout le monde que, oui, bah, écoutez, vous allez voir ce qui va se passer, je vais tuer mon épouse. C'est tout à fait grotesque. C'est une manière de dire, maintenant, tu lui fous la paix, et c'est tout, et c'est ma femme et pas la tienne, quoi. En gros, c'est un peu le message. Et je pense qu'il est assez légitime comme message. Les enquêteurs décident de réinterroger Harold. Ils veulent notamment vérifier son emploi du temps le jour du drame. Mais il s'avère que ce week-end-là, l'amant n'a jamais quitté Liège. Bien évidemment, les policiers vont immédiatement vérifier son GSM et constateront que lui, il n'était pas caché ni dans l'armoire ni en dessous du lit, il n'était pas dans la chambre 602 et donc il n'a rien à voir avec le décès suspect de Véronique Piroton. L'amant n'est pas dans la chambre d'hôtel, mais il est dans toutes les têtes. Il s'est arrangé pour être dans toutes les têtes, par des messages, par des appels. Il est présent, psychologiquement. Il a été question d'empoisonnement dans cette affaire. Pour moi, le poison, c'est lui. L'élément toxique, c'est lui. C'est lui qui essaie de détruire ce couple pour que personne d'autre que lui ne possède ce qu'il ne peut plus avoir. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations, notamment pour retracer l'emploi du temps des dernières heures de la victime. Après les échanges tendus avec Harold, Bernard Westphal et Véronique Piroton quittent leur hôtel autour de 17h45. Le mari décrit alors une soirée bien arrosée. Elle consomme la même chose que moi, nous reprenons du vin blanc dans un grand café. Et moi je vais à la toilette et puis elle a disparu. Et je la vois au loin rentrer dans une pita marocaine. Et là nous prendrons un demi-litre de vin rouge à deux. C'est tout. On rentre dans l'hôtel et elle m'a dit clairement qu'elle veut, alors que, bon, elle est déjà dans un état assez lourd en termes de consommation, qu'elle veut prendre un dernier verre au bar. Elle prendra 2 amaretto, moi je prendrai un café cognac. Grâce aux caméras de vidéosurveillance, les policiers constatent que le couple est arrivé au bar de l'hôtel à 19h45. On voit que c'est des gens qui ont aussi un peu fait la fête, et ils ont bu, on voit à un moment donné qu'elle titube, lui moins, indiscutablement moins, ils boivent un verre, ils s'embrassent, enfin bon, tout ça montre un couple qui s'entend parfaitement bien. Rien du tout qui laisse présager une scène qui pourrait être à caractère violent. Mais un détail intrigue les enquêteurs. Au moment de sa mort, Véronique Piroton affiche un taux d'alcoolémie considérable, presque 3 grammes d'alcool par litre de sang. Pourtant, son mari, qui assure avoir consommé autant d'alcool qu'elle, affiche un taux inférieur à 1 gramme. Cette différence pose question. Avant leur retour à l'hôtel, Bernard Westphal a-t-il volontairement enivré son épouse? Malheureusement, il se trouve que les caméras de vidéosurveillance ostendaises sont assez défectueuses. Plus de la moitié des appareils sont hors d'usage. Peut-être Bernard Westphal a-t-il voulu faire boire son épouse pour l'affaiblir, mais il faudrait alors penser que Bernard Westphal connaissait
les emplacements de toutes les caméras de vidéosurveillance de la police, mais également les emplacements défectueux qui ne seraient donc passés que par des endroits où ils ne pouvaient pas être vus. C'est difficile à croire. À 20h45, le couple regagne sa chambre. À partir de ce moment-là, seul Bernard Westphal sait ce qu'il s'est réellement passé. Le parlementaire raconte aux policiers cette funeste fin de soirée. En arrivant dans la chambre, sa femme, sous l'emprise de l'alcool, aurait eu une violente crise d'hystérie. Elle commence par me reprocher une série de choses sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan sexuel, que je ne suis pas un bon amant, etc. Après une petite demi-heure, elle se calme, elle se retire dans la salle de bain. Je sens que le ton descend, si vous voulez, le ton descend. Moi, j'en profite pour me retirer sur la pointe des pieds, après l'avoir maîtrisé une fois parce qu'elle voulait m'attaquer physiquement. Je me mets habillé en costume sur mon lit, côté gauche. Nerveusement, je m'endors. Nerveusement, je ne demande pas mon reste, du tout. C'est journée 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, je suis incapable de le dire. Totalement incapable. Et c'est à son réveil que Bernard Westphal découvre le corps inanimé de sa femme dans la salle de bain. Mais pour la famille de Véronique Piroton, ce scénario ne tient pas. Le fait qu'il ait fait une sieste immédiatement après la crise de délirium tremens de Véronique Piroton est complètement invraisemblable. C'est l'un des points faibles de sa version. Maintenant, c'est quelqu'un qui s'abstrait dans des situations de conflit. Donc il est possible d'imaginer qu'effectivement il s'allonge et qu'il s'endorme. Pourtant, un indice troublant ne colle pas avec cette version. Il concerne le téléphone de Bernard Westphal, pendant le laps de temps où l'homme affirme avoir dormi. Il y a notamment un appel téléphonique sortant depuis son téléphone portable à 21h28. Il dit qu'il dort et il y a un appel sortant. Dans la chronologie, la sieste, le repos de Bernard Westphal, c'est cette demi-heure, ces 3/4 d'heure, c'est l'un des points obscurs qui n'ont jamais pu être éclaircis. Bernard Westphal donne une explication concernant l'activité de son téléphone à 21h28. Il affirme qu'il s'agissait là d'un rappel automatique vers sa messagerie. Pour Maître Moureau, l'avocat de la famille de la victime, tous ces indices prouvent qu'un meurtre a bien été commis dans la chambre 602. Le scénario, c'est qu'il n'y a pas eu de scène du tout. À l'entrée dans la chambre, Véronique Piroton s'est probablement affalée sur le lit. Que s'est-il passé à ce moment-là? Bernard Westphal a compris que l'amant était toujours en piste et que donc lui-même risquait de nouveau de tout perdre. Et c'est à cause de cela qu'il l'a frappé et qu'il a tenté de l'étouffer sur le lit avec le coussin. Et à ce moment-là, Véronique Piroton réussit à lui échapper et à quatre pattes va heurter l'armoire, ce qui explique la trace dans le bas de cette armoire de maquillage qu'elle y aurait laissé. Après avoir utilisé le coussin, il utilisera le sachet de plastique, probablement en conjonction avec une pression du bras gauche sur le cou de Véronique Piroton et à califourchon sur elle. Voilà quel est notre scénario. Face à ces deux versions diamétralement opposées, les enquêteurs doivent faire parler le moindre indice pour tenter de découvrir la vérité. Selon la partie civile, Véronique Piroton aurait été étouffée par son mari à l'aide d'un coussin. Les fibres textiles retrouvées sur le visage et dans la gorge de la victime semblent accréditer cette thèse. Une expertise de ces fibres est alors ordonnée pour déterminer leur origine. Et ces résultats sont sans appel. 14 fibres synthétiques sont similaires à celles de l'oreiller de gauche. Le nombre de fibres retrouvées incite les experts à dire que
nécessairement, il y a eu un contact prolongé et intense entre ce coussin et le visage de Véronique Piroton, peu de temps avant son décès. Sinon, les fibres seraient parties. Face à ces résultats, Bernard Westphal se défend et apporte une autre explication. Elle a en effet des fibres sur son visage. Mais elle a passé la nuit avec moi. Alors l'hypothèse qui a été retenue, c'est que comme on est sorti, elle ne devrait plus en avoir. Sauf qu'elle avait aussi du fond de teint. Donc il peut retenir aussi les fibres. Effectivement, selon le médecin légiste, il est impossible d'affirmer que le coussin constitue l'arme du crime. Ces éléments montrent uniquement qu'il y a eu un contact avec le coussin d'où les fibres proviennent. Mais je pense personnellement que c'est difficile de pouvoir interpréter ça de manière plus importante vu la faible quantité de fibres trouvées, notamment au niveau de la cavité buccale. Un autre indice intrigue particulièrement les enquêteurs. Le sac en plastique retrouvé à proximité du corps de la victime. Pourrait-il s'inscrire dans le scénario du meurtre par étouffement? Ce sachet en plastique, c'est vraiment le nœud de l'énigme. Ce sac en plastique comporte des traces de maquillage et de salive appartenant à la victime. Mais étonnamment, il ne présente aucune empreinte digitale de Bernard Westphal. Ce sont des matières non poreuses qui absorbent bien les empreintes laissées par un individu. Pour moi, il est pratiquement impossible de ne pas trouver d'empreintes digitales, même si elles ne sont que partielles. L'avocat de Bernard Westphal avance alors un autre scénario. Véronique Piroton aurait elle-même utilisé ce sac en plastique. Mais dans ce cas, on y retrouverait ses empreintes digitales. Or, ce n'est pas le cas. Ce qui est certain, c'est que lorsque ce sachet de plastique était sur le visage de Véronique Piroton, elle vivait toujours, parce que les morts ne salivent pas. À l'issue de cette expertise, les enquêteurs se retrouvent donc incapables de dire quel rôle cet indice a pu jouer dans la mort de Véronique Piroton. Le problème, c'est que si vous voulez vraiment être logique, il faut mettre au point un scénario. Est-ce qu'on a utilisé le coussin? Est-ce qu'on a utilisé le plastique? Est-ce qu'on a utilisé les deux? À quel moment? De quelle manière? Et quand vous mettiez tout ça ensemble, il n'y avait aucun scénario qui permettait d'associer tous les éléments qu'on avait recueillis. Les indices ont des explications ponctuelles à chaque fois, mais s'ils sont combinés entre eux, ils ne permettent pas de raconter une histoire claire, nette et incontestable. Et donc, à chaque élément de cette histoire, il y a du doute. En espérant percer le mystère sur la mort de Véronique Piroton, l'avocat de la défense demande alors une contre-expertise médico-légale. C'est le docteur François Bautier, médecin légiste, qui est chargé de réexaminer le rapport d'autopsie. Et selon lui, la thèse du meurtre par asphyxie n'est pas aussi évidente. Ici, on a des lésions à l'intérieur de la bouche, mais qui peuvent s'expliquer autrement, c'est-à-dire par la réanimation. Et donc, on a la preuve ici que ces lésions proviennent d'un objet qu'on a placé à l'intérieur de la bouche, en l'occurrence des canules de ventilation. Et par contre, on n'a pas de lésions externes. Il est clair que le pompier qui est arrivé sur les lieux a tenté des manœuvres de réanimation très brutales. Il signe d'ailleurs un procès-verbal d'audition où il dit « je crois que je lui ai cassé une côte ». Donc ça a été très vif, très vigoureux. Une contre-expertise toxicologique est également effectuée. Et ces résultats provoquent un véritable coup de théâtre. Car ils révèlent des erreurs fondamentales dans les premières analyses, à commencer par la présence d'un puissant somnifère dans le sang de la victime. Il y a une faute de frappe, et elle n'est pas sans importance. Et si le chiffre et l'unité correcte est appliquée, on se trouve juste au seuil de la toxicité, de la létalité. En effet, le premier expert avait noté un taux de 0,10 microgrammes par litre de sang. Or, il s'agissait en réalité de 0,10 microgrammes par millilitre de sang. Le vrai taux était donc 1000 fois supérieur à celui qui avait été inscrit dans le rapport. Et ce niveau présentait un risque très important d'overdose. Qui plus est, le nouvel expert estime que la première analyse toxicologique était incomplète. À aucun moment, les conséquences de l'association alcool et médicaments n'avaient été prises en compte.
c'est évidemment la combinaison de tous ces éléments qui devaient nous dire si oui ou non, ensemble, ça pouvait entraîner une conséquence qui pouvait être létale. Cette contre-expertise toxicologique ajoute encore de la confusion quant aux causes exactes de la mort de Véronique Piroton. À mon avis, la cause du décès est bien liée à cette intoxication alcoolo-médicamenteuse, mais il ne nous appartient pas de déterminer si elle est volontaire ou involontaire. Meurtre, suicide ou overdose médicamenteuse, le mystère reste entier. Le 6 octobre 2016, soit 3 ans après le drame, Bernard Westphal est renvoyé devant la cour d'assises de Mons pour meurtre. Après 12 jours de procès, le verdict tombe. Bernard Westphal est acquitté au bénéfice du doute. C'est synonyme, non pas d'une victoire, parce que ça reste un drame humain et qu'il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, mais en tout cas, si pas une victoire contre une partie, une victoire contre l'injustice. Ça, c'est sûr. Bon, je suis très content d'être acquitté, mais en réalité, le doute va persister. Quand vous avez vécu un tel drame, ça vous poursuit. Je me lève le matin, j'ai une angoisse en pensant que Véronique n'est plus sur cette terre. De son côté, la famille de Véronique Piroton a du mal à accepter ce verdict. J'ai reçu une gifle, un coup de poignard dans le cœur, quoi. Ma sœur est morte 2 fois. Hein. Au verdict, je me dis, mais c'est pas possible. On a assisté à tout, on a tout vu. C'est pas possible que les gens aient doute, quoi. Au bénéfice de doute, ça veut dire que le jury n'a pas pu trancher. Et pour moi, ce n'est pas du tout satisfaisant, parce que dans ces conditions-là, on ne saura jamais comment elle est décédée.